1997, sacrée année pour le cinéma et pour moi parce que je suis né, ouais. Princesse Mononoke. Comme d'habitude, ce qui a été indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Après avoir vaincu un animal de la forêt maudit, Ashitaka, un jeune héros, va être contaminé par cette malédiction. Il décide de quitter son village afin de trouver un remède à cette malédiction, et c'est là qu'il va rencontrer une jeune femme qui vit avec des loups dans la forêt. Et leur relation sera bien plus que dramatique. Pour ceux qui ont suivi la chaîne, j'ai récemment fait les critiques de Mon voisin Totoro et du Voyage de Chihiro. C'est un peu mes critiques old school de films Ghibli, et c'est évidemment l'un des classiques des studios, et c'est vrai qu'en le revoyant, je l'avais vu quand j'étais très jeune, c'est-à-dire 14-15 ans, mais l'idée c'est qu'en le revoyant, je me suis rendu compte à quel point ce film était violent, à quel point ce film était étonnamment sexuel, et c'est vrai parce qu'on est sur un film où ce sera certes le voyage d'un personnage pour trouver un remède, c'est un film politique, c'est un film de guerre, et c'est un film contre la nature, et on va évoquer toutes ces thématiques évidemment dans la partie spoiler, mais c'est évidemment un film qui parle donc de colonisation, qui parle de manipulation, qui parle de ressources, qui parle d'environnement, qui parle de la nature et de la cause animale. Toutes ces thématiques qui sont très chères à mes yeux, surtout la cause animale. Et c'est vrai que peut-être ce film-là est l'un des moins beaux, je dirais, des studios Ghibli. Enfin, je les ai pas encore tous revus, mais c'est vrai que comparé au Voyage de Chihiro, qui a beaucoup de plans juste magnifiques, qui prennent leur temps, je sais bien que c'est 4 ans plus tard, mais quand même. Mon voisin Totoro, je trouve qu'il y avait de magnifiques plans, tu regardais, tu disais waouh, incroyable. Là, il n'y a pas énormément de plans où tu dis c'est beau, mais tu as quand même beaucoup de plans symboliques pour le coup, parce que c'est un film qui est plus centré sur la guerre, sur des combats, sur des batailles, donc évidemment c'est plus sale, il y a plus de sang, il y a plus de violence, donc c'est moins beau à regarder en soi, il y a moins l'aspect enfance qu'il y a dans certains films Ghibli, mais il y a tout un symbolisme, il y a toute une beauté à justement cette difficulté, à justement cette violence. Donc oui, le film est moins beau si tu veux faire des fonds d'écran, d'accord, mais en soi il y a une beauté dans le symbolisme, il y a une beauté dans justement ce côté plus dur, plus sale, plus sanguinaire du film. Contrairement au film que j'ai critiqué récemment, la beauté ne se trouve pas dans les décors, dans les créatures, dans les paysages, mais plutôt dans la symbolique et les thématiques comme la compassion et l'amour. Les plans sont beaux, non pas visuellement, mais parce qu'ils représentent, et ça c'est très très fort. Et c'est vrai que, bon, je vais pas vous dévoiler mon top Ghibli tout de suite, mais j'adore ce film pour énormément de raisons. Évidemment, je ne conseillerais pas ce film à des enfants parce qu'il y a des décapitations, il y a des démembrements, il y a du sang partout, faut l'admettre. Mais c'est un film qui, pour toute autre génération, est extrêmement prenant parce que c'est des thématiques extrêmement sérieuses et très directes. Là où le Voyage de Chihiro, par exemple, il y a beaucoup de symbolisme. Dans celui-ci aussi, il y en a, mais il y a aussi beaucoup de messages plus directs, moins second degré, moins de sous-texte. On te dit, voilà, la nature, c'est comme ça. Il y a une guerre contre la nature, il y a une guerre de ressources, il y a une guerre pour la colonie, il y a une guerre politique, donc c'est beaucoup plus direct. Ce n'est pas un défaut, au contraire, je trouve qu'il y a un bon mélange entre symbolisme et message plus direct. Mais il faut noter que c'est un peu différent de ce que Ghibli fait d'habitude, où c'est beaucoup plus féerique, beaucoup plus sympathique. Là, c'est plus, ça va dans l'art direct. Et ce film ne manque clairement pas de cruauté. Donc c'est vraiment un film que moi j'adore parce que ça change d'habitude. Mais c'est un film qui mélange parfaitement ces thématiques sérieuses, une bonne évolution des personnages, un bon développement des personnages. Un film qui tape émotionnellement là où il faut, et c'est absolument génial parce que dans cette compassion, dans cet amour que tu vas trouver dans le film, tu vas aussi trouver une manière de gérer la haine, une manière de gérer l'extinction de la nature et une manière avant tout de vivre avec soi-même. Et ça qui est très fort, c'est que le film, contrairement à des films américains, ne punit pas forcément les méchants quand il pourrait, ne donne pas des leçons de morale à deux balles. Vraiment, c'est un monde beaucoup plus complexe. Et même la fin, je pense que beaucoup de personnes, en l'ayant vu sans spoiler évidemment, se disent assez déçus au final parce que c'est loin de ce que tu attends à voir dans un film peut-être hollywoodien. Là, c'est un film beaucoup plus réaliste, entre guillemets réaliste, il y a quand même des loups géants et des sangliers géants, mais quand même, vous comprenez l'idée. C'est un film où la réalité de la vie, même dans l'amour, existe toujours. Et des fois, bah, tu dois être réaliste, tu dois comprendre vraiment comment le monde fonctionne. On va évidemment parler de tout ça en spoiler, mais c'est une œuvre absolument mature, c'est une œuvre qui vraiment fait réfléchir, et c'est une œuvre qui parle d'énormément de choses différentes. Maintenant, pour parler un peu justement du côté visuel, je vous ai dit qu'il n'y a pas une vraie beauté visuelle, mais une beauté des animations. J'adore la manière dont les créatures marchent, même si les créatures, encore une fois, sont pas des designs incroyables. Tu les regardes, tu dis oui, c'est un loup, c'est un sanglier, bon, au niveau imagination, c'est pas ouf. Comparé au Voyage de Chihiro, où il y a plein de créatures bizarres, c'est un monde fantastique. Mais encore une fois, c'est pas le but du film, je dis bien, c'est pas une critique, hein, mais ça change par exemple du dernier film que j'ai critiqué. Mais
l'animation de ces sangliers, l'animation de ces loups, l'animation de ces hommes et ces femmes est extrêmement prenante et justement rajoute du dynamisme au film. Parce que vu que c'est un film de guerre, au final, les mouvements des personnages sont extrêmement importants parce que dans un film de guerre, la géographie est importante, donc la vitesse à laquelle bougent les personnages, comprendre où sont les bastions de certains personnages et les lieux où ils se sentent en sécurité, savoir quel personnage est dans quel corps, etc. c'est extrêmement important, donc l'animation, les mouvements sont importants. Et la géographie, je la trouve extrêmement bien réussie parce que tu sais exactement où est le fort des humains, par exemple, tu sais à peu près d'où viennent les impériaux, tu sais où sont les monstres de la nature, etc. etc. Donc t'es jamais perdu, c'est toujours cohérent et t'adores ce film pour toutes ces raisons-là. Maintenant, il faut admettre aussi qu'il y a un message fortement féministe entre la princesse qui est là, qui a un fort message de féminisme, qui a vécu avec les loups, qui ne se considère même pas en tant qu'humaine, et de l'autre côté, les femmes du village qui travaillent aussi dur que des hommes, qui vivent à l'écart des hommes. Bref, il y a tout un message féministe qui est très bien fondé et qui est très bien réussi, je trouve. Une leader du village, c'est évidemment une femme, mais c'est pas en mode relou comme maintenant, tu vois. À l'époque, ils faisaient le féminisme bien. Maintenant, la majorité des films blockbusters ou des gros films, c'est hey, regarde, je suis une femme, n'oublie pas. Là, il n'y a aucune remarque sur le fait que c'est des femmes, juste parce qu'à l'époque, c'était bizarre. C'est un film historique au final. Il n'y a pas, comme dans les précédents films que j'ai critiqué, des téléphones, des voitures, etc. C'est un film d'époque, Japon féodal, où il y avait justement au Japon féodal, et ça je le sais uniquement parce que j'ai joué à Total War Shogun, il y avait beaucoup de duels entre les clans, etc. Donc ça montre bien, encore une fois, que même si le shogun était le plus puissant du pays, c'était pas un Japon unifié qu'on avait, donc les guerres étaient assez courantes. Et donc voir des femmes dans des positions de guerre de une et aussi de travail, c'est assez bizarre pour l'époque. Quand on te dit femme au Japon féodal, tu penses à geisha, et c'est le cliché, c'est comme ça. Et là, montrer une image un peu différente, ça fait vraiment du bien. Même si c'est un monde fantastique, c'est quand même basé dans quelque chose d'historique. On va aussi parler de la thématique du destin et du voyage. Encore une fois, le destin, on en parlera en spoiler, mais le voyage, c'est évidemment un personnage qui cherche un remède, donc il va voyager à travers tout le Japon pour trouver ce dit remède qui existe ou n'existe peut-être pas. Et cette fois-ci, j'aimerais féliciter le compositeur des musiques par son nom, Joe Hisaishi. J'ai sûrement massacré son nom, je suis désolé, mais c'est lui qui a composé la majorité des musiques des studios Ghibli. Princesse Mononoke, Voyage de Chihiro, c'est des BO absolument fantastiques, c'est des musiques incroyables, et sans son travail sur ces musiques-là, bah, les films seraient beaucoup moins bien. Pour le coup, je vois mal un monde de Princesse Mononoke sans ces musiques, et pareil pour Voyage de Chihiro. Donc l'un des plus grands compositeurs de tous les temps, c'est une évidence, et je l'oublie toujours quand je fais mes listes de mes BO préférés, par exemple, ou de mes compositeurs préférés. Et encore une fois, il y a peut-être tout un folklore qui revient par rapport au film, mais vu que je m'y connais pas, je vais pas du tout me prononcer sur la question. Je vous laisserai dans les commentaires me raconter un peu le folklore de ce film. Et il faut aussi noter l'importance de la neutralité et du débat qui est présent dans le film. Pour conclure, Princesse Mononoke, c'est un film absolument brillant, qui est un peu différent, peut-être moins féerique, beaucoup plus brut, beaucoup plus violent, mais beaucoup plus badass aussi, avec des personnages féminins ou masculins extrêmement forts, énormément de thématiques abordées qu'on va aborder en spoiler évidemment, parce que c'est qu'une critique de Mononoke sans parler des thématiques, ça fait un peu creux, donc c'est un peu difficile d'en parler, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Musicalement, c'est un chef-d'œuvre, pour les idées, les messages, c'est un chef-d'œuvre, et en tant que film, c'est un chef-d'œuvre. L'un des meilleurs films d'animation de tous les temps, c'est une certitude. Et ce genre de film, quand tu regardes, en fait, t'as envie d'aimer la nature, t'as envie d'aimer l'humain, et t'as envie de pardonner tout le monde. Donc ça, c'est un succès assez grandiose. Et je pense encore aujourd'hui, pour les fans de cinéma, c'est un immanquable, et il faut forcément le voir. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Très dur de parler de Princesse Mononoke sans évoquer justement ces différentes thématiques et sans spoiler. J'aimerais commencer par le fait d'avoir ces gens maudits. On a compris que dès le début du film, la forêt maudit justement certaines personnes, certaines créatures. On va dire pourquoi juste après, mais j'aime beaucoup cette scène où tu vois ces gens maudits dans le village. C'est un parallèle direct aux blessés de guerre pour symboliser que c'est une guerre contre la nature, c'est une guerre contre cette malédiction, et donc une guerre ça fait des blessés. T'as ces gens avec des bandages qui sont juste meurtris et qui essaient quand même d'exister et qui vont même se sentir condamnés, mais quand même se battre jusqu'à leur dernier souffle. C'est clairement une guerre contre la nature parce que cette malédiction, elle vient d'où? Elle vient du fait que les humains commencent à utiliser les ressources de la nature, que ce soit le fer ou le bois, donc la forêt a décidé de se défendre et elle s'est défendue en créant cette malédiction qui rend les animaux fous, qui les rend vraiment, on va dire, maudits et qui les met dans un état de rage. Donc ces animaux-là, comme on voit au début du film, vont devenir complètement tarés et vont foncer droit dans le tas pour se venger des humains et pour leur expliquer que ce qu'ils font
ont des répercussions absolument dévastatrices pour la nature et il faut qu'ils s'arrêtent. Sauf qu'évidemment les humains ne comprennent pas ça et donc cette malédiction là elle symbolise la haine parce que cette forêt a donc la haine contre les humains et au fait cette haine là elle se propage. C'est ça le message du film, c'est que la haine quoi qu'il arrive, si tu détestes quelqu'un, si tu le fais du mal, bah ça propage de la haine. C'est pour ça qu'Ashitaka est un personnage vraiment remarquable, c'est que lui-même contaminé refuse les contre la violence et il le montre très bien parce que sa neutralité est un symbole de sa compassion. Donc jamais il choisit un camp, jamais il se dit pour l'un ou pour l'autre, même s'il est contaminé, même s'il pourrait justement choisir un camp et défoncer tout le monde, parce qu'on voit aussi que cette malédiction donne des capacités surnaturelles. Donc c'est ça la force de ce personnage là, c'est que même maudit, il choisit la compassion, il choisit l'amour. Donc cette malédiction là c'est vraiment le symbole de la haine qui se propage donc littéralement dans le film par la malédiction et aussi figurativement par ces animaux qui commencent à détester et ces humains qui commencent à détester aussi. D'où cette guerre contre la nature qui est extrêmement importante. D'un côté on a un cerf-dieu qui donne la vie et la mort dans la forêt, on le voit parce qu'à chaque fois qu'il marche ça crée de la vie puis ensuite cette vie elle meurt quand il n'est plus là. C'est un symbole de cette nature qui est en mode cyclique, c'est qu'elle grandit, elle pousse, puis elle meurt et puis elle se reforme. Mais avec l'intervention des humains elle peut plus se reformer parce qu'on la coupe, on la mine et donc il n'y a plus grand chose à récupérer. Donc ce cerf là qui vit tout seul dans son petit lac, c'est un dieu protecteur de la nature mais face aux humains il peut vraiment rien faire. On le voit à la fin parce qu'il est vulnérable, les humains peuvent le tuer et c'est donc tout un symbole de cette nature qui vit et qui revit mais qui meurt aussi. Et les humains du film avaient raison, si ce cerf meurt, bah, au final ils peuvent choper la nature, ils peuvent avoir justement cette nature pour avoir des ressources et c'est ce qu'ils essaient de faire dans le film. Mais ils se rendent compte que cette nature elle est d'une image autodestructrice, c'est qu'elle peut mourir si on la consomme trop et c'est ce que fait le dieu cerf à la fin, elle tue toute la nature. Et ça c'est vrai, si vous enlevez la nature dans l'endroit, bah, en fait la nature autour va mourir, pas dans tous les cas évidemment, mais si vous faites du mal à la terre constamment, il y a un moment elle ne revient plus. Donc c'était ce message du cerf qui meurt en prenant tout avec lui parce qu'il se rend compte que de toute façon, bah s'ils veulent prendre la nature, je vais pas les laisser parce qu'ils ne la méritent pas et donc de toute façon elle va mourir un jour ou un autre. Donc autant que les humains n'en profitent pas, donc t'as cette nature qui est autodestructrice parce qu'il y a eu trop d'interventions humaines. Et j'aime beaucoup parce que même si le cerf c'est un peu une figure de neutralité au final, entre la vie et la mort, du coup le sanglier lui c'est une figure de haine. On voit la malédiction qui pousse dans ses yeux, donc c'est la haine qui germe dans son cerveau, dans son être. C'est pour ça qu'à la fin il devient maudit et qui veut donc se venger des humains quoi qu'il arrive. Il préfère perdre tout son clan et tuer quelques humains et leur donner des mauvais souvenirs que survivre et coopérer avec eux. Et de l'autre côté t'as Yaku par exemple, le doux compagnon d'Ashitaka qui lui bosse avec Ashitaka, donc il est pas neutre, il est du côté des humains. Donc t'as vraiment ces différents éléments du film qui vont symboliser différentes choses et ça va montrer justement plusieurs choses. C'est que la nature elle doit être préservée. Tu peux prendre des ressources mais il faut un compromis, un truc qui revient souvent dans le film et ils vont sûrement trouver un compromis vu la fin du film. Et de l'autre côté ça montre la cause animale, c'est qu'ils détruisent des centaines d'animaux, ils les massacrent, ils les tuent, ils détruisent un écosystème et au final ça tue tout ce qu'il y a à l'intérieur. Encore une fois la nature elle est autodestructrice parce que sans les animaux, sans les insectes, sans les plantes, bah au final elle meurt, un écosystème se détruit. Donc pour moi la cause animale c'est devenu extrêmement important ces derniers mois, donc ça m'a vraiment touché de ce point de vue là, mais aussi l'écologie au final c'est vraiment ça l'idée du film, ça a toujours été dans les films de Miyazaki ou même des studios Ghibli. La nature est importante, elle doit être préservée et il faut se donner à fond pour elle. Et encore une fois, comme pour le message de Chihiro, il faut coopérer, il faut se dire voilà, il faut rester neutre, aimer la nature, aimer la vie qui s'en propage, mais aussi pouvoir l'utiliser doucement sans lui faire trop de mal. Donc ce parasite de la haine, on voit qu'il n'y a qu'un seul moyen d'être contre lui, c'est d'aimer, c'est la compassion. D'où le sacrifice de Moro qui préfère être contaminé et sauver San plutôt que la laisser mourir. Pareil pour Ashitaka qui lui fait que de la compassion, il en éprouve énormément pour tout le monde. Donc vraiment il sauve tout le monde, il essaie de sauver le plus de vies possible et ça j'aime beaucoup aussi. C'est que la haine en fait ça entraîne que la haine. Là la compassion ça entraîne que la compassion, on le voit à la fin du film. Tout le monde à la fin s'aime entre guillemets et veulent se donner une nouvelle chance. Même l'envoyé de l'empereur au final il se rend compte que bah ils doivent changer son style de vie, il doit peut-être être plus à l'écoute de la nature. Et j'aime bien parce que c'était clairement le méchant du film, il est pas mort, il n'a pas été puni au final, il s'est juste rendu compte avec ce message de compassion qu'il doit juste changer. Et de l'autre côté la mère qui était responsable du village, elle a compris aussi et s'est dit voilà faut que je change ma manière d'être, surtout avec la nature. Et cette nature c'est aussi un message de colonisation, on le voit très bien. Alors ça c'est un truc que les japonais ont quand même beaucoup vécu et ça fait beaucoup de mal au Japon. La colonisation ça se voit par les armes à feu. Donc si vous prenez cette nature comme un nouveau pays, on voit donc ces japonais qui vont attaquer la nature avec des armes à feu face à cette nature qui ne peut rien faire. Il faut savoir que le Japon a énormément vécu cette situation où ils n'avaient pas des armes à feu et ils se sont retrouvés face à des militaires qui eux avaient des armes à feu. C'est évidemment un message aussi de colonisation, un truc vraiment sérieux et difficile parce que même aujourd'hui ça fait débat, on vit les répercussions de la colonisation tous les jours évidemment. Donc là c'est un fort message de colonisation en disant voilà ces gens avec des armes à feu sont venus dans nos territoires et ils ont pris nos ressources. Donc forcément la colonisation c'est ça, par définition c'est gouverner un pays uniquement pour ses ressources.
ressources. Ressources à but uniquement économique, parce que ça sert qu'à ça, on le voit dans le film aussi. Ils veulent vendre le fer, se faire de l'argent avec. D'où la politique, qui a la guerre parce qu'ils veulent plus de fer, mais ils ne peuvent pas avoir plus de fer parce qu'ils n'ont pas les ressources, ça crée un conflit politique, ça crée une guerre civile, etc., etc. Ils le disent aussi très bien dans le film, un envoyé de l'empereur dit « L'objectif de l'homme est de désirer tout ce qui est entre la terre et le ciel ». Donc ça, c'est clairement un message colonisateur, c'est clairement un message anti-nature, dont le but est de récupérer toutes les ressources. Donc évidemment, j'adore la fin, qui est vraiment ce message d'amour, ce message de compassion, et j'adore le destin lié de deux personnages. C'est vraiment ma thématique préférée du film. C'est Ashitaka et San, au final, ils sont liés parce qu'ils ont à chaque fois des flashs par rapport à chacun d'entre eux. Des fois, San va savoir que Ashitaka arrive, et des fois, Ashitaka va savoir que San arrive. Donc ils ont un destin lié, ils représentent tous les deux quelque chose. D'un côté, cet homme qui veut vivre pour la nature, et d'un côté, cette femme qui vient de la nature, qui va essayer de vivre pour les hommes. Leur combat va être similaire, ils vont combattre ensemble, et à la fin, ce qui est touchant, c'est qu'ils vont pas vivre ensemble, ils vont vivre à côté l'un de l'autre, plus ou moins, mais ils vont pas finir en mode Hollywood, tous les deux ensemble, alors qu'ils ont une relation amoureuse, qui est d'ailleurs très touchante. J'adore certaines scènes, surtout quand ils se tiennent dans leurs bras, mais ça finit en mode voilà, chacun de notre monde, on s'aime, mais il faut admettre qu'on est différents et on n'a pas les mêmes idées, et ça nous sépare quand même. Même si on est similaires, même si on aime les mêmes choses, on voit surtout par rapport à Ashitaka qui devient de plus en plus proche des loups, jusqu'à ce qu'il puisse chevaucher un loup par exemple. Tu vois qu'ils sont tous les deux rapprochés, l'un de la nature et l'autre des humains, mais ça suffit pas vraiment pour les extirper chacun de leur monde. Parce qu'au final, où est-ce qu'ils pourraient vivre? Ashitaka, c'est un homme de la ville, un homme du village en tout cas, et San, c'est une femme de la nature, donc ça serait difficile pour eux d'avoir une relation. Et j'aime beaucoup la manière dont ça a été fait, genre ils se séparent, mais amicalement, enfin un peu amoureux quand même. Donc c'est un beau message et ça finit pas en mode ouais, trop bien, on est ensemble. Ils se reverront sûrement, et ce message de fin est très beau, surtout que la nature qui revient. En mode voilà, si tu acceptes la nature, bah, elle reviendra et tu pourras vivre avec elle. Elle revient bien plus belle qu'elle n'a jamais été. Voilà pour ma critique de Princesse Mononoke. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Avez-vous adoré, détesté le film? Pas facile d'en parler sans oublier certaines choses parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce film. C'est un film très dense, mais c'est vraiment un film que j'aime et j'aimerais le conseiller à absolument tout le monde. Et soyons contents que Ghibli n'est pas Disney et qu'on ne voit jamais un remake live action de Princesse Mononoke. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une petite publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.